Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve pour une analyse vraiment à chaud. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a eu lieu il y a à peine 2 jours et on a déjà sous les yeux un document d'analyse, de pronostic. On va décortiquer les 12 groupes pour essayer de répondre à la grande question. Oui, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce nouveau format à 48 équipes va vraiment ouvrir le jeu, donner une chance aux plus petites nations, ou est-ce qu'on a juste créé un parcours du combattant encore plus impitoyable pour les grands favoris? C'est exactement ça. On va chercher des indices, groupe par groupe, pour voir de quel côté la balance penche. Alors, commençons par le plus évident, le parcours des géants. Et en regardant le groupe de la France, on a déjà, je crois, un sacré élément de réponse. Ah oui, le groupe I, c'est un cas d'école. On y retrouve la France, le Sénégal, la Norvège et un barragiste intercontinental. Bon, a priori, il sera plus faible que ce soit Bolivie, Suriname ou Irak. Mais objectivement, c'est l'un des groupes les plus denses, les plus relevés de toute la compétition. C'est même presque une caricature du groupe de la mort, non? La France est évidemment favorite, les stats lui donnent 90% de chances de passer, mais alors derrière... Derrière, c'est très très fort. Le Sénégal, c'est ce qui se fait de mieux en Afrique, un collectif puissant qui se connaît par cœur. Et la Norvège, j'allais dire c'est presque de la triche. C'est ça qui est fou, on ne parle pas d'une équipe, on parle de deux joueurs qui peuvent faire basculer un match à eux seuls. Haaland et Odegaard. Voilà, c'est un poison permanent. D'ailleurs, les probas le montrent bien. Le Sénégal est donné qualifié à 70%, mais la Norvège est juste sur ses talons à 70%. 10% d'écart, c'est rien du tout, salion. C'est infime. Ça veut dire que le match Sénégal-Norvège, ce sera une finale avant l'heure. Et pour la France, ça change tout? Est-ce que c'est une bonne chose de se frotter à si fort d'entrée de jeu pour se mettre dans le rythme? Ou est-ce que c'est le meilleur moyen de laisser les plumes avant même les huitièmes? C'est le grand débat. L'histoire a montré que les deux théories se valent. Mais une chose est sûre, aucun faux pas ne sera permis. Et cette dynamique, ce favori écrasant avec une bataille féroce juste derrière, on la retrouve aussi du côté du Brésil, dans le groupe C. Mais là, le challenger a un pédigré encore plus impressionnant. Brésil, Maroc, Écosse, Haïti. Bon, quand on voit Maroc, on pense tout de suite à la demi-finale de 2022. Ils sont plus une surprise pour personne. Ah non, c'est clair. L'analyse les qualifie de tactiquement monstrueux. Je crois que le terme est bien choisi. Complètement. Le Brésil, il plane à 90% de chances de qualification, c'est presque une formalité, mais le Maroc est juste derrière à 80%. Ah ouais, c'est un score immense pour une équipe du chapeau 2. C'est énorme. Ils sont quasiment considérés comme un co-favori du groupe. Et attention à l'Écosse. Même si elle est plus loin à 35%, elle ne vient pas en victime. Je me méfierais beaucoup de cette équipe écossaise. On l'a vu à l'Euro, ils peuvent être incroyablement difficiles à manœuvrer. Avec une ferveur populaire, c'est incroyable. Je dis pas qu'ils vont sortir le Maroc, mais ils peuvent les accrocher et rendre ce match décisif absolument irrespirable. Tu as raison de le souligner, le match Maroc-Écosse est identifié comme le match clé du groupe. Mais la supériorité tactique et individuelle marocaine devrait, sur le papier, faire la différence. Le prono est assez net. Brésil et Maroc qualifiés. D'accord. Mais ce groupe illustre encore une fois que le chemin des favoris est loin d'être une promenade de santé. Continuons avec les autres mastodontes. L'Argentine, groupe J. À première vue, avec l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie, ça semble plus abordable. Mais en creusant un peu... C'est un piège parfait. L'Argentine est à 90%, pas de débat. Mais la bataille pour la deuxième place est fascinante. On a l'Autriche, que le document décrit comme l'une des meilleures équipes européennes tactiquement. Une machine. Et en face, l'Algérie, avec une génération dorée qui a soif de revanche après 2022. Et là encore, les pourcentages racontent une histoire incroyable. L'Autriche est à 60%, l'Algérie à 55%. Exactement. Cette différence de 5%, elle n'existe pas dans la réalité. Ça veut dire que leur confrontation directe, c'est du 50-50 pur. C'est ça. Ça se jouera sur un coup de génie, une erreur d'inattention, un carton rouge. C'est peut-être le match le plus indécis de toute la phase de poule. D'accord. Et le dernier des 4 grands favoris, l'Angleterre. Groupe L. Ils héritent de la Croatie, du Ghana et du Panama. On parle de génération exceptionnelle pour les Anglais, et c'est vrai qu'ils ont des talents incroyables partout. Oui, ils sont favoris, et à 90% aussi, ça n'étonne personne. Mais la Croatie, Même vieillissante, c'est la Croatie. En Coupe du Monde, ils se transforment. toujours. Ils sont donnés à 75%. C'est un second très, très solide. Mais le chiffre qui m'interpelle le plus dans ce groupe, c'est celui du Ghana, 45%. Ah oui, c'est où?
C'est très haut. Ça veut dire que selon cette analyse, ils ont presque une chance sur deux de créer un exploit. Ce n'est plus un simple outsider, c'est une menace réelle. On sait qu'ils ont une puissance physique capable de déstabiliser n'importe qui. Le Ghana qui bat la Croatie, ce serait même pas une surprise colossale. Donc si on résume cette première partie, pour les 4 superpuissances, la qualif semble assurée, mais leurs groupes sont de vrais champs de mines. Ça va les obliger à être à 100% dès le premier jour. Absolument. C'est un argument de poids pour la théorie du parcours du combattant. Mais maintenant, regardons les groupes où il n'y a pas de grands favoris au titre. C'est peut-être là qu'on trouve des arguments pour l'autre théorie, celle d'une compétition plus ouverte. Je pense tout de suite au groupe F. Pays-Bas, Japon, Tunisie et un barragiste européen. Ça peut être l'Ukraine, la Pologne, la Suède ou l'Albanie. C'est une homogénéité folle. C'est le groupe tout le monde peut battre tout le monde. Les Pays-Bas sont favoris, logiquement, mais sans la marge d'un Brésil ou d'une France. Et le vrai facteur X, c'est ce barragiste européen. Oui. Si c'est l'Ukraine ou la Pologne qui se qualifient, cette équipe a le niveau pour sortir le Japon, voire les Pays-Bas sur un match. L'analyse est claire, ce barragiste peut tout changer. Et on a une dynamique un peu similaire dans le groupe des États-Unis, le groupe D, jugé très homogène avec des matchs serrés, USA, Paraguay, Australie et un autre barragiste potentiellement coriace. Là, chaque but va valoir de l'or. Tout à fait. Ce qui nous amène à la situation des pays hôtes. Ils ont l'avantage du terrain, mais est-ce que le tirage a été clément? Pas vraiment, non. C'est même tout le contraire pour certains. Prenez le Mexique, groupe A. Ils sont toujours redoutables à domicile, l'ambiance là-bas est électrique. Ils sont favoris du groupe avec la Corée du Sud. Sauf qu'il y a un si qui change absolument tout. un si monumental. Si le barragiste européen de leur groupe s'avère être le Danemark, Ah! ça la met pas cœur, l'analyse est formelle. Le Danemark devient le favori du groupe. Et dans ce scénario, la Corée du Sud, pourtant une excellente équipe, se retrouverait en danger de mort. C'est dingue! Tout le destin de ce groupe se joue en mars sur un barrage. C'est ça. Pour les États-Unis, dans leur groupe D, on parle d'une équipe jeune, physique, ambitieuse. Ils sont favoris à 75%, mais c'est une avance fragile. Très fragile. Oui, le Paraguay est juste derrière à 60%. Et si le barragiste qui complète le groupe est la Turquie, par exemple, qui est crédité de 50%, le groupe devient une poudrière. Les USA pourraient très bien se faire sortir. Tout à fait, s'ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Et on arrive au cas le plus critique, celui du Canada. Pour eux, c'est le cauchemar. Le groupe B est qualifié de groupe piège. Il tombe avec la Suisse, réputée très difficile à jouer, et un barragiste qui pourrait être l'Italie ou la Suède. Et c'est là tout le drame pour les Canadiens. Leurs chances de qualification sont estimées à seulement 40%. C'est très peu pour un pays hôte. C'est très peu. Si l'Italie, championne d'Europe en titre, ou même la Suède sort des barrages, ces équipes deviennent instantanément les co-favorites du groupe avec la Suisse. Pour le Canada, jouer à domicile se transforme en une pression immense dans un groupe quasi impossible. Le tirage a été cruel. Très cruel. On voit donc que l'avantage de jouer à la maison a été largement contrebalancé par la dureté du tirage. Mais au-delà de ces dynamiques, il y a toujours des équipes qui sortent de l'ombre, les surprises potentielles. Est-ce que l'analyse en identifie quelques-unes ? Oui, et c'est une section que je trouve particulièrement intéressante. Dans le groupe E, par exemple, dominé par l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, l'analyse met en lumière l'Équateur. Une équipe sud-américaine toujours difficile à manœuvrer ? Exactement. Les Ivoiriens sont favoris pour la deuxième place à 65%, mais l'Équateur est juste derrière à 55%. Et l'analyse est précise. L'Équateur peut battre la Côte d'Ivoire sur un bon jour. C'est un de ces duels directs où l'outsider a de vraies âmes. Dans un autre registre, je vois une mention pour l'Arabie Saoudite, dans le groupe H, celui de l'Espagne et de l'Uruguay. On se souvient tous de leur exploit retentissant contre l'Argentine en 2022. Et c'est exactement ce que l'analyse souligne. Ils sont capables d'exploits. Le match contre l'Uruguay est même qualifié de match piège. Personne ne les voit se qualifier, mais ils peuvent être l'équipe qui sème le chaos. Le grain de sable qui peut enrayer la machine. Voilà. Et il y a un dernier nom, plus inattendu celui-là, l'Ouzbékistan, dans le groupe du Portugal et de la Colombie. Ah oui, l'Ouzbékistan. C'est pas mention préférée. L'Ouzbékistan est décrit comme une équipe montante d'Asie, souvent sous-estimée. Leurs chances sont de 40%. C'est pas rien. Non, c'est sûr, c'est moins que le Portugal ou la Colombie, mais ce chiffre dit quelque chose. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Personne n'a envie de jouer contre une équipe talentueuse et totalement inconnue. De ces trois-là, Équateur, Arabie Saoudite, Ouzbékistan, sur laquelle tu mettrais une petite pièce pour créer la surprise et se qualifier.
C'est difficile, mais je dirais l'Équateur. Parce que leur opposition directe, la Côte d'Ivoire, bien que très forte, peut parfois avoir des sautes de concentration. C'est le scénario le plus plausible. Hmm. L'Arabie saoudite peut faire un coup, mais se qualifier semble plus compliqué. Et l'Ouzbékistan est l'inconnu total, ce qui est à la fois leur force et leur faiblesse. D'accord, je vois. Alors, si on met tout ça bout à bout et qu'on suit les pronostics à la lettre, quelle serait la liste finale des qualifiés? Alors, allons-y. Pour le A, on aurait Mexique et Corée du Sud, sous réserve de la surprise danoise, bien sûr. Dans le B, la Suisse et le barragiste, donc probablement l'Italie ou la Suède. Pauvre Canada. Pauvre Canada, en effet. Groupe C, sans surprise, Brésil et Maroc. Groupe D, États-Unis et Paraguay. Groupe E, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, malgré la menace équatorienne. La logique est respectée pour l'instant. On continue. Groupe F, Pays-Bas et Japon. Groupe G, Belgique et Égypte. Groupe H, Espagne et Uruguay. Dans le groupe de la France, le I, ce serait France et Sénégal. Groupe J, Argentine et l'Autriche d'une courte tête. Donc l'Algérie passerait à la trappe. Ce serait un crève-cœur pour eux. Ce serait extrêmement serré. Et pour finir, groupe K, Portugal et Colombie. Et le L, Angleterre et Croatie. On note une prime évidente aux équipes européennes et sud-américaines. C'est un classique. Mais l'analyse met bien en avant que les représentants africains qualifiés ne sont pas des faire-valoir. Le Sénégal, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, ce sont de vrais candidats au quart. Alors, que faut-il retenir de tout ça? On revient à notre question de départ. Ce premier aperçu, il montre quoi? Il montre une dualité. D'un côté, pour les superpuissances, le chemin vers la qualif semble tracé, mais il est beaucoup plus escarpé qu'auparavant. Ils vont devoir affronter des seconds couteaux de très haut niveau. C'est l'argument pour dire que ce format renforce la domination des favoris en les préparant mieux. En les forçant à être au top dès le début. Exactement. Mais de l'autre côté, dans les groupes plus homogènes, sans tête d'affiche majeure, le format à 48 équipes semble effectivement créer plus d'incertitudes et d'opportunités. Donc, au final, cette nouvelle formule ne choisit pas son camp. Elle durcit la compétition pour les uns et l'ouvre pour les autres. C'est un peu ça. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la suite. Cette phase de groupe plus dense va écrémer les équipes de manière impitoyable. La vraie question qui se posera alors, c'est de savoir dans quel état les favoris sortiront de cette bataille. Mhm. Auront-ils gagné en confiance et en rythme, ou seront-ils épuisés physiquement et mentalement avant même d'aborder les matchs à élimination directe? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une compétition où le vainqueur ne sera pas forcément le meilleur, mais le plus résistant? C'est une excellente question. Et on commencera à avoir un début de réponse en mars, une fois que les derniers barrages auront complété ce tableau fascinant.